t'attends quelque chose? Simplement dire ce que j'ai Les gens qui sont là-bas. Ah bon, c'est là-bas que ça va se passer? Non, non, c'est ici, mais c'est la présentation d'abord officielle. Et après, vous allez... Après, Arrêtez tout. on arrête pour une minute pour que les gens qui vont parler, que ce soit Ah ici, bon, alors, soit... d'accord, Oui, oui. on commence. On commence. Est-ce qu'on peut commencer? Can we begin? Les purges des années 30 ont développé à tel point qu'en 1938, la République a été réduite à un fief de NKVD, où en fait on ne pouvait pas même mener formellement les activités d'État et du parti. La nature et l'ampleur des 3 purges sont les thèmes de mon rapport. La première purge des années 30 a commencé en effet dans le printemps de 1929. Formellement, la purge avait comme but l'expulsion des déviationnistes de l'opposition de droite, c'est-à-dire ceux qui soutenaient Bukharin. Mais en réalité, la purge était dirigée contre tous ceux qui s'opposaient à la collectivisation et ceux qui pouvaient articuler le mécontentement de la paysannerie. En Ukraine, entre avril 1929 et janvier 1930, c'étaient les membres du parti qui étaient liés au mouvement de la paysannerie pendant la Révolution, les ex-membres du Parti socialiste ukrainien, des membres des coopératives, des intellectuels connus et les paysans membres du parti qui étaient expulsés en masse. Entre ces deux dates, à peu près 15% des membres du parti étaient vidés. Le PCU, le Parti communiste d'Ukraine, avait toujours une faible implantation dans les villages. Comme résultat de ces purges, le parti était encore plus affaibli. En janvier 1930, le PCU avait seulement 21 000 membres dans la campagne. Parce que la collectivisation a provoqué une énorme résistance en Ukraine, la purge qui avait été initiée en avril 1929 a devenu un aspect permanent dans la vie du parti. En 1930, 1/5 des fonctionnaires d'État et du parti dans des villages étaient expulsés. L'instabilité des cadres dans les villages, comme la presse de l'époque le disait, a atteint des proportions de crise. La collectivisation était le début d'une crise dans le PCU. La situation est devenue beaucoup plus aiguë dans la deuxième moitié de 1931, quand Moscou a imposé sur l'Ukraine son plan draconien pour la réquisition des grains. Quand, comme résultat de ces réquisitions, la famine a éclaté en Ukraine, les membres de PCU, à tout niveau, ont protesté. Entre janvier 1930 et juillet 1932, 80% des secrétaires de comités de rayon, par exemple, étaient purgés. Il faut dire que Moscou était très inquiète par l'instabilité du PCU, par l'inhabilité du PCU de réaliser les plans de réquisition des céréales pour l'année 31-32. C'était à ce moment que les dirigeants du parti ukrainien, Chubar, Skripnik, Postyshev, Kossor, ont fait appel à Moscou pour ralentir le tempo de collectivisation et pour réduire les quotas de réquisition de grains. Pour mieux présenter leurs plaintes, ces dirigeants ont décidé d'obtenir des informations à première main et ils sont voyagés dans les régions où la famine a déjà éclaté. Avec ces informations, ils sont venus à la 3e conférence nationale de PCU qui a déroulé le 6-9 juillet 1932 à Kharkiv, où ils ont essayé de rallier un soutien pour une révision dramatique des obligations agricoles d'Ukraine et un soutien pour un ralentissement de la collectivisation. La 3e conférence nationale du PCU était un moment critique. Moscou était représenté par Molotov et Kaganovich. Pendant la conférence, Kosyor, dans son discours, a précisé que plusieurs des rayons, et je cite, manquent sérieusement de la nourriture,
Lubchenko disait la même chose. Skripnik racontait que les paysans, on lui dit, et je cite, « On nous a pris tous sauf le balai ». Schlichter, le commissaire d'agriculture, se plaignait que les méthodes et l'ampleur de la collectivisation ont provoqué une crise dans l'agriculture. Le discours de Tchoubar, le chef de gouvernement ukrainien, a provoqué un énorme intérêt parmi les délégués. Il critiquait la mania du gigantisme dans l'organisation des kolkhozes. Il affirmait que ni le gouvernement d'Ukraine, ni les paysans ukrainiens étaient responsables pour la crise de l'agriculture. Il faut, la faute, il disait, rester avec les plans peu réalistes de Moscou. Ainsi, il a fait appel aux gérants des kolkhozes de ne pas obéir des ordres qui peuvent ruiner l'économie des kolkhozes. Il faut mentionner aussi qu'à ce moment, la presse ukrainienne officielle, en essayant d'avertir la possibilité du famine catastrophique, a publié des comptes rendus de la condition des paysans où on parlait très ouvertement du danger immédiat de la famine. Par exemple, on trouve dans un article publié dans le printemps de 1932 une citation d'une paysanne qui disait, et je cite, « Donnez-nous quelque chose à manger, donnez-nous du pain, j'ai faim et mes enfants sont déjà gonflés à cause de la faim, on ne peut pas tenir le coup, allez au diable. » Mais Moscou n'a pas cédé ses exigences. Molotov a souligné pendant la troisième conférence que le plan de réquisition des céréales va rester à un niveau très élevé. En ce qui concerne la famine, Molotov a dit que c'était la faute du PCU et il a averti les dirigeants de PCU de ne pas, et je cite, rejeter le blâme sur des facteurs externes. Je cite encore Molotov, on ne peut pas permettre des concessions ou des vacillations sur le point des quotas des céréales. En écoutant les discours et la discussion pendant la troisième conférence, les envoyés de Staline devraient être impressionnés par une certaine obstinité de la part des dirigeants de PCU. Retournant à Moscou, il est certain qu'ils ont informé leur chef du début d'une nouvelle déviation dans le PCU. Mais la troisième conférence a aussi provoqué une confusion à l'intérieur de PCU. C'est évident que le PCU a perdu leur confiance dans la politique de Kremlin. Le PCU a essayé de mener une politique modérée et peu probable. D'un côté, ils ont essayé de défendre les prérogatives du parti et d'État ukrainien. Le discours de Tchoubar à la conférence du Komsomol du septembre 1932, où il appelait pour plus de décentralisation, est un exemple. D'autre côté, le PCU a commencé, certes d'une façon tiède, la réalisation du nouveau plan de réquisition des grains. Les dirigeants de PCU étaient confrontés par un choix terrifiant, acquiescer ou périr. Révolte contre Moscou n'était pas une alternative pour ces dirigeants qui eux-mêmes ont joué un rôle dans la construction du behemoth bureaucratique stalinien. L'effort de PCU de réaliser les plans de Moscou dans le domaine agricole a continué de provoquer une résistance parmi les militants de base. Il est clair aussi que dans les derniers mois de 1932, les dirigeants de PCI ont perdu contrôle d'appareils du PCU. En novembre 1932, encore une autre purge a frappé les membres de PCU. On n'a pas des données sur les nombres qui étaient exclus, mais on sait que les membres indigènes du PCU dans la campagne étaient tellement réduits que selon Postechef, et je cite, le parti a dû envoyer des travailleurs de nationalité russe pour réaliser la campagne de réquisition de céréales. Quand en janvier 1933, la Pravda a publié un article critiquant le PCU pour leur manque d'enthousiasme dans cette campagne de réquisition et pour permettre, et je cite, l'ennemi de classe de s'organiser à l'intérieur du parti, c'était un signe clair qu'une autre purge plus grande qu'auparavant était en train de se préparer. Soulignant la longue expérience d'Ukraine avec le terreur stalinien, Lev Kopylev a écrit
et je cite, « L'année 37 a commencé en Ukraine avec 33. La cause immédiate de la purge de 33 était le refus des cadres du PCU de devenir des agents volontiers dans l'extermination de leur peuple. Mais en effet, la purge de 33 était inévitable étant donné la nature du pouvoir stalinien. Le courant national dans le PCU qui défendait une vision d'autonomie est devenu anormal. Pour la bureaucratie stalinienne, la résistance des communistes nationaux sur la question des réquisitions des grains était symptomatique d'un problème plus général. Entre 1930 et 1933, Staline a centralisé les activités économiques et politiques. L'autonomie culturelle de l'Ukraine restait un point de cristallisation d'opposition politique en soutenant les espoirs du peuple ukrainien pour un développement autonome. En 1933, Staline a décidé de liquider cette autonomie et le courant autonomiste. Dans ce but, il a annoncé une purge des militants du PCU en 1933. C'était Postyshev, Balitsky et plusieurs milliers de nouveaux cadres venant de Moscou qui ont été chargés de liquider, et je cite, la contre-révolution skripnikiste dans le domaine culturel et chargés de fournir un leadership bolchevique dans le domaine agricole. Déjà en février 1933, les envoyés de Moscou avaient établi leur hégémonie organisationnelle dans le PCU. Les expulsions massives ont commencé dans le printemps de 1933, quand la famine en Ukraine a achevé son plus haut niveau. Pincés entre la tragédie de la paysannerie ukrainienne et les ordres de Moscou, plusieurs communistes ukrainiens ont s'effondré. Skripnik et Khmelevy sont suicidés. Tchoubar, qui a fait appel à Moscou encore une fois pour baisser les quotas, a été remplacé. Terekhov, le secrétaire du obkom kharkovien, après avoir admis qu'il a donné des ordres pour baisser le plan de livraison de céréales, a été arrêté, et on peut donner plusieurs d'autres exemples. C'était en 1933 que le mot purge a pris une nouvelle signification. Comme Postyshev a expliqué, et je cite, « Presque tous ceux qui étaient renvoyés étaient arrêtés et fusillés ou envoyés en exil, c'est-à-dire envoyés au goulag. Pendant la purge de 1933, sur 390 chefs du PCU au niveau de Raïon, 250 étaient renvoyés à cause du pétlurisme. Déjà en novembre 1933, 30 000 membres de parti étaient purgés. Après novembre 1933, le terror a augmenté et des personnages connus comme Chomsky, Yavorsky, Solodub et d'autres étaient accusés d'être membres des groupes comme le centre ukrainien Borodbist. Ces organisations étaient inventées par le NKVD pour justifier le caractère massif de la purge et pour justifier l'acte d'accusation de haute trahison. En total, entre janvier 1933 et janvier 1934, le PCU a perdu presque 100 000 membres. L'élimination des communistes nationaux en 1933 était le début d'une période dans l'histoire du PCU que Boris a justement appelé le retour des Russes. En 1933, des milliers de membres des sections politiques de Russie ont été envoyés en Ukraine. En janvier 1934, sur 12 membres de politburo de partis ukrainiens, seulement 4 étaient de nationalité ukrainienne. Sur 4 secrétaires du comité central, seulement un, le 4e, était ukrainien. La troisième purge des années 30, c'est une purge qu'on appelle le Grand Terreur de 1936 et 1938. Postyshev et sa clique, qui ont condamné des centaines de milliers d'Ukrainiens, ont eux-mêmes tombé victimes de la spécificité ukrainienne. Pendant la brève période du calme relatif entre 1935 et 1936, les nouveaux dirigeants,
comme Postyshev, ont essayé donc de consolider leur position en Ukraine par une promotion de la spécificité nationale d'Ukraine. Postyshev a même écrit qu'il faut relancer une ukrainisation des cadres et que des camarades du centre, c'est-à-dire Moscou, doivent cesser ces revendications pour une augmentation de livraison de graines ukrainiennes parce que toutes les réserves en Ukraine étaient épuisées. Un aspect de cette période très mal connu est le fait qu'en 1934, au 17e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, le PCUS, des cadres ont essayé de renvoyer Staline, le remplaçant par Kirov. En fait, aux élections du comité central de PCUS, Staline a été réélu seulement parce qu'il n'y avait pas plus de candidats que des postes au comité central. Ça veut dire qu'il y avait 200 postes, il y avait 200 candidats. S'il y avait 201 candidats pour 200 postes, Staline ne saurait pas être réélu au comité central au 17e congrès. Une chose qui est très peu connue, c'est que le parti ukrainien a joué un rôle déterminant dans cette affaire. Comme vous savez, comme résultat, en 1934, décembre, Kirov a été assassiné comme prélude de la Grande Terreur. La purge, l'Ejovshchina, qui était ordonnée par Staline, n'a pas fait beaucoup de progrès en Ukraine à cause de la résistance de PCU. C'était entre février et mars 1937, si tard que le PCU restait une île de sanité en URSS. Le Politburo de PCU, même en présence de Molotov et Yezhov, ont refusé de voter des mesures de purge proposées par Staline. Face à cette résistance, le Politburo du PCU a été ordonné de venir à Moscou pour une session commune avec le Politburo de PCUS. Encore une fois, les cadres de PCU avaient le choix, acquiescence ou périr. Loubchenko se suicidait et tous les membres du Politburo de PCU ont été arrêtés dès leur arrivée à Moscou et tous, sauf Petrovski, ont été fusillés. Staline, vu cette résistance, a décidé de se venger d'une façon féroce. 2/3 des dirigeants du PCU à tous les niveaux, Obkom, Raikom, Gorkom, ont disparu. Sur 59 membres du comité central du PCU, tous sauf un, le maréchal Tymoshenko, ont péri. Tous les membres du gouvernement, tous les députés du Soviet suprême d'Ukraine ont été arrêtés et disparus. En total, à peu près 40% des membres de PCU ou 200 000 personnes ont tombé victimes de la Yezhovshchina. Une chose qui est intéressante, c'est que la proportion des Ukrainiens dans le PCU a tombé de 61% en 1933 à 57% en 1937. Ça veut dire par 4%. Une chose qui est aussi très intéressante, c'est que le PCU a aussi été transformé de point de vue social. En 1937, 70% des membres de PCU étaient des cols blancs. Pour un parti qui s'appelait un parti ouvrier, en 1937, seulement 25% des membres étaient des ouvriers. Par contre, en 1930, 52% de PCU étaient d'origine ouvrière. Le PCU est devenu le club des Luchie Lude, les privilégiés. Quand Khrouchtchev est devenu chef de PCU, sa tâche principale était à reconstruire de nouveau le PCU, un parti qui a subi un cataclysme sans précédent dans ces années maudites. Merci beaucoup, Bogdan Kravchenko. Vraiment, je dois remercier tous les orateurs de ce matin de l'autodiscipline dont ils ont fait preuve, de telle sorte qu'on a maintenant terminé les exposés. Je pense que Serbine proposait tout à l'heure qu'il y ait à ce moment-ci une pause café d'environ 5 à 10 minutes. There's coffee in the hall. You can get coffee. We'll break for about 10 minutes and then we'll continue with the conference. We'll have a discussion period.